Salut tout le monde, on est samedi soir, c'est toujours Nat, je pense à bosser mes intros un jour, et ce soir, pour C'est quoi tes pronoms, je suis accompagné de Mio. Salut Mio, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Alors, je vérifie que tout est bon, le chat c'est bon. Encore une fois, sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions, si oui il y en a, il n'y a pas de souci, on lit les commentaires au fur et à mesure. Euh, Faites bien attention au texte. Y arriver, c'est par là. Non, c'est par là. Non, mais merde, redis. Non, l'autre côté. Voilà, regardez bien le texte. Hein. Petit message politique. Voilà. Donc on peut le lire encore. Euh... Mio, comment ça va? Écoute, ça va, très bien, merci. J'ai eu une grosse journée, mais ça va. Et toi? C'est pareil. Alors, coucou Arcolt, Arcolt qui est très proche de toi, on peut le dire. Coucou chaton. J'en profite. Alors, excusez-moi, ce soir, l'émission pourra peut-être être un peu plus courte, je sais pas encore, parce que j'ai les enfants de chaton qui sont chez moi. Et chaton est à l'hôpital, je vous demande de lui envoyer plein de soutien, parce qu'elle a eu une crise de douleur lundi. Du Et love. du love, exactement. Et du coup, ça fait quasiment une semaine que j'ai les petits chez moi, et j'ai réussi à ne pas encore les coller au plafond, ce qui est un miracle. Donc si jamais l'émission a été courtée, faudra pas m'en vouloir. Et puis comme d'habitude, hein, si jamais la Livebox décide de lâcher, non je plaisante chaton, tes enfants sont adorables. 90% du temps. Si jamais la Livebox lâche, vous connaissez le truc habituel, au bout de 2 coupures, si ça veut pas, ça veut pas. Et si jamais ça coupe après une certaine heure, tant pis. Alors, Mio, je te propose, alors habituellement je commence par le portrait pas chinois, mais là vu que ta présentation peut être super intéressante, parce que mine de rien tu fais pas mal de trucs toi aussi, je me suis dit qu'on allait commencer pour une fois par ta présentation. Qu'est-ce que tu peux nous parler de toi? Ok, waouh. Alors, c'est une grosse chose. Qu'est-ce que je peux parler de moi? Est-ce qu'on parle déjà de mon appartenance à la Non, 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 comment juste communauté pas. LGBTQIA ou est-ce qu'on commence plutôt On va sur faire l'aspect professionnel? la présentation en fait, en général, qui tu es, et on reviendra après sur l'aspect, sur les autres aspects dans un deuxième temps. Ok. Bon, je t'entends un petit peu en décalé, donc j'attendrai. Oui, Je oui, pense qu'on a un petit décalage de quelques secondes, donc j'attendrai que tu finisses tes phrases comme ça. Bon, moi, je suis sûre de tout entendre. Ok. Alors, qui je suis? Déjà, bonjour. Moi, c'est Mio. Je suis du coup en illustratrice et tatoueuse de métier. Je suis aussi une personne handy à plein temps, comme je dis souvent. Donc c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut pas vraiment travailler, qui rentre pas vraiment dans les codes de la société et dans le milieu du travail. Je suis aussi plasticien, plasticienne à temps partiel, on va dire, quand j'ai le temps de créer des choses, je crée des trucs, que ce soit de la photo, que ce soit du théâtre, que ce soit du court métrage, bidouille plein de trucs, tout ce qui est créatif, grossièrement. Et à côté de ça, je suis militant engagé depuis plusieurs années maintenant. Je ne sais plus combien de temps, mais ça fait un petit moment. Et voilà, que dire de plus? Je pense que c'est une bonne présentation déjà, pour commencer. ouais, ouais, très bien. Alors, est-ce que toi aussi, comme tu as l'air de créer beaucoup de trucs, toi aussi, c'est un truc du style, si t'arrêtes de créer, il y a un truc qui va pas? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, ouais, ouais, je comprends totalement. Si même quand je publie pas, si je crée pas des trucs, au moins un truc par journée, que ça soit un petit truc ou un gros truc, j'ai l'impression d'avoir foutu ma journée en l'air, en fait. Que ça n'a pas été constructif, ça va pas, quoi. Je comprends totalement. Je comprends totalement. Je fonctionne exactement comme ça et j'ai tendance à vraiment avoir besoin parce que j'ai pas l'opportunité de créer tout le temps à cause de ma santé. Mais au moins, on va dire, ne serait-ce que être engagé quelque part ou avoir un impact sur quelque chose ou ne serait-ce que me renseigner sur quelque chose ou apprendre à d'autres personnes sur quelque chose. On va dire que le militantisme étant un de mes intérêts spécifiques, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, quoi. Enfin, que j'entretiens beaucoup au quotidien. Est-ce que toi aussi, t'as cette espèce de notion de vouloir créer pour laisser entre guillemets, une trace de toi-même? Ça faisait moins crade dans ma tête, hein. Tout à fait.
Il y a non non mais pas de souci. Il y a tout à fait ça. Il y a totalement aussi une volonté de laisser une trace. Déjà à la base, l'art c'est quelque chose qui m'a toujours touché depuis tout petit. Mais on va dire que avec le temps, il y a eu carrément l'aspect militant qui s'est rattaché à cet aspect-là. Et c'est vraiment genre super important pour moi de pouvoir mélanger, enfin d'avoir laissé en fait quelque chose artistiquement parlant, mais aussi de manière engagée dans mes créations. Après, oui, j'ai carrément un truc de j'ai envie de laisser ma trace au monde. Pour moi, c'est une manière de communiquer en fait l'art. Donc voilà, c'est une communication diverse de juste celle du langage, par exemple. Ok. Bah écoute, maintenant qu'on a fait la présentation, on va reprendre les rails habituels de l'émission. Est-ce que tu as déjà écouté l'émission ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ok. Donc, tu connais le principe du portrait pas chinois. Oui, je connais le principe du portrait Ok. par chinois. Tout à Donc, fait. c'est parti pour le portrait pas chinois. Alors, on va commencer si tu étais un film. Si j'étais un film. Ah, c'est une bonne question. Alors, faut savoir que je suis un éternel indécis. Donc, si j'étais un film, euh, je pense que déjà, ça serait un film d'animation, ce qui me ressemble le plus. Et si je devais réfléchir un petit peu plus loin, je dirais que je serais un film d'animation de Miyazaki, probablement Le Voyage de Chihiro ou Nausicaa, l'un des deux. Euh, outre le fait que c'est bon, je pense que ça se voit peut-être, j'ai quelques tatous de Miyazaki sur les bras, mais outre le fait que c'est une idole et qui m'a beaucoup touchée, c'est quelque chose qui me m'attrait, enfin, ça me parle beaucoup. Il y a eu beaucoup d'identification, pardon, au personnage quand j'étais plus jeune. Donc je pense que ouais, je pense que je pourrais me définir comme le voyage de Chihiro, je pense, le plus proche de moi. Alors, il y a juste ce chaton sur le chat qui me dit que j'ai pas mis le bon stream, le titre de stream. Je l'avais mis, chaton, c'est juste que j'avais pas appuyé sur OK. Donc maintenant, normalement, c'est bon. J'espère que les gens vont quand même du coup. Oui, bah, je t'avoue que pour une fois, ça m'arrange que quelqu'un donne un titre de film que j'ai vu, quoi. Le Voyage de Chihiro, ça, je l'ai vu. J'ai pas eu beaucoup de Miyazaki, mais j'ai vu celui-là. Nausicaa, par contre, j'avoue que je suis passé à côté. Du coup, t'as la, Il est chouette. t'as la hype pour le prochain Miyazaki, du coup, qui serait a priori le dernier. Oui, oui, j'ai la hype. Bon, enfin, après, ça fait 10 ans qu'il dit ça et à chaque fois, Oui. il bosse quand même sur d'autres films, mais ouais, j'ai quand Ouais. même très envie de voir ce qui va sortir. Je pense que lui aussi, c'est quelqu'un qui, s'il a pas le, comment dire, s'il crée pas, je pense que lui, la retraite, ça va être très compliqué. Hein. J'ai l'impression que c'est un gars qui va continuer, ne serait-ce qu'à faire des trucs en scrud. C'est ça, tout à fait. Alors, si tu étais une série télé. Euh... hmm. Ah. Avant, j'aurais dit presque sans hésiter Orange is the New Black pour un milliard de raisons, parce que plus jeune, ça a été la première série LGBTQIA qui m'a plongé là-dedans et des meufs badass euh, avec plein de sous-entendus militants et plein de sous-entendus de la réalité très réaliste que sont les- le système pénitentiaire aux États-Unis. Mais maintenant, avec une série que j'ai vue récemment, du coup Heartbreaker High, ou en français Atelier Cœur à Vif, Ah. je pense que je serais plus cette série-là. Parce qu'il y a quelque chose qui se rapproche, enfin, je me rapproche énormément de certains personnages et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu l'adolescence que j'aurais aimé avoir, en fait. Donc, un peu de ces deux-là. Donc attends, Un mix des deux. quand tu parles de Hartley, je pense que tu parles de la nouvelle série, donc. Oui, tout à fait. Oui, parce que moi, Heartbreaker à Vif ou à la base, en anglais Heartbreaker High. Heartbreak High, ouais. Bah en fait, c'est pas Pardon. compliqué. Moi aussi, c'était Hartley Cœur à Vif quand j'étais plus jeune. Mais comme dit, j'ai connu la première série et Oui. Chaton pourra aussi confirmer, puisqu'on en a parlé il y a pas longtemps. On a surtout connu aussi le. Alors je sais pas si c'était un film ou un téléfilm, mais en gros à la base c'était ça, c'était un long métrage on va dire en tout cas où c'était l'histoire d'un élève qui était amoureuse d'une prof et bah d'ailleurs cet élève après c'était le perso principal de la série. Enfin le film et la série n'avaient pas de lien, mais ils avaient repris l'acteur du téléfilm pour la série en fait. Et déjà à l'époque, niveau représentation, dans mes souvenirs, c'était déjà assez sympa. Et puis le générique, il était ouf. Ça, Ouais. c'est... Non, là, j'en ai entendu beaucoup parler, beaucoup de bien de la première série. Effectivement, moi, je parle de la dernière adaptation.
très récente. Mais oui, effectivement, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de la première, de la première version, du coup. Par contre, TW, si vous regardez, alors, la nouvelle version, je ne sais pas, mais l'ancienne version, dans mes souvenirs, il y avait des trucs assez, il y avait des histoires de drogue. En fait, c'était, à mon avis, relativement réaliste, ou en tout cas, ce que je voyais comme réaliste à l'époque, il y avait des histoires de drogue, malheureusement de suicide. Enfin, c'est vraiment assez bien foutu. D'ailleurs, je crois que c'est une série australienne, si je dis pas de bêtises. Oui, tout Et à je suis fait. pas sûr. Et bah, je vais frimer du coup pour ceux qui ont regardé la première série. J'ai eu la chance de faire une photo avec l'acteur qui jouait Drazik, qui depuis a joué dans des films de Marvel et de DC. Donc voilà. Si tu étais un chanteur ou une chanson, ou une chanteuse bien évidemment, ou un groupe. Euh... Dorian Electra. Pour aller dans la queerness jusqu'au bout. Ah, je connais pas du Ouais, tout. dans Dorian Electra. C'est enchanteuse, dont c'est prononcé Yel. Enfin, Zem, puisque Zay Zem, puisque c'est un artiste américain, anglais, britannique, je sais plus, l'un des deux. Il me semble, si je dis pas de conneries. C'est un artiste que j'ai connu il y a quelques années et c'est un peu mon ultime goal en termes de gender envy et de, et de projets artistiques. Cette personne m'inspire beaucoup, donc ouais, je pense que ce serait Dorian Electra. Mais plus dans le D'accord. futur, je sais pas à l'heure actuelle si je devais mettre quelque chose, mais mon objectif en tout cas c'est Dorian Electra. C'est toujours compliqué parce qu'au final, c'est relativement simple de dire oui, j'aime tel artiste. Mais vraiment trouver un artiste ou une chanson qui nous représente, Ouais. c'est complètement galère, hein. Bah, après, j'ai eu beaucoup de chansons qui m'ont énormément parlé plus jeune. Je pense notamment à Linkin Park. Ah bah ça. Mais voilà, comme beaucoup. Ou Three Day Grace. Donc, j'écoute un peu de tout, donc du métal à de l'hyperpop, hein, parce que Dorian Electra, c'est de l'hyperpop. Très particulier. Tout le monde n'aime pas, je préviens tout de suite. Mais c'est très queer en termes de clips, si vous avez envie d'y jeter un œil, si vous aimez bien les trucs un peu non-binaires foncés. Mais pour le coup, ouais, je pense que Linkin Park et Three Daily Grace, c'était plus la partie de... C'est encore une partie de moi maintenant, mais c'était plus ce que j'étais avant. Et aujourd'hui, Dorian Electra représente plus ce que j'aimerais devenir en tant que militant, que s'engager, et en même temps aussi en tant que Ah, personne. laisse-moi deviner, quand tu dis avant, c'était la période baggy au lycée, c'est ça, voire au collège? Bah, il y a eu de ça, mais il y a eu aussi, je pense, mes études supérieures. Ça fait pas très longtemps que je suis enfin, que j'ai eu une vraie transition dans ma vie. J'ai eu une grosse période de trou suite à une dépression entre le lycée et aujourd'hui. Et donc, on va dire que c'est vraiment, parce que oui, j'ai 24 ans, je crois que je l'avais pas précisé. Mais voilà, oui, c'est vraiment, je pense que cette période de trou, il y a eu ce mix un peu de, je commence à rentrer dans le milieu militant, je commence à prendre conscience de qui je suis, je commence à prendre conscience du monde qui m'entoure, etc. Et en même temps, il y avait encore tout mon passé derrière. Donc oui, 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 effectivement, il y a eu quand même les King Park et Sweet Louis, ça m'a vraiment formé quand j'étais gamin, quoi. Enfin, quand j'étais au lycée, collège. Après, Friday Grace, je connais que deux trois morceaux que j'adore, hein, genre They Might Have Become. Par contre, Linkin Park, c'était super intéressant, c'est qu'au niveau des paroles, Ouais, ça parlait souvent de troubles mentaux. Ah, ouais, malheureusement, en plus, totalement. quand on sait ce qui arrivait à Chester, c'était malheureusement assez prophétique. Mais ce qui était aussi cool avec le recul, même s'il y a certains albums que personnellement moi j'ai plus du tout aimé, mais ce qui est bien, c'est quand tu regardes la discographie Linkin Park, t'as vraiment de tout, t'as du truc qui est limite pop. Enfin, quand je dis pop, ça reste un peu rock, mais voilà. T'avais vraiment du néo-metal pur, t'as eu un peu d'électro, enfin c'est vraiment une discographie qui peut être assez Totalement. intéressante. Quand on cherche des groupes capables de se réinventer, après avec des résultats variables, c'est pas... Même si j'adore ACDC, par exemple, c'est pas ACDC, quoi. ACDC, ils ont fait 16 fois le même album, qui déchire, mais bon, ils ont fait 16 fois le même album. Et enfin, Ouais. pour retourner sur le portrait, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui. Si tu étais, du coup, un jeu vidéo. Euh, hmm. Hmm, c'est difficile à dire. J'ai une partie de moi qui dirait Cache Pokémon parce que ça a été l'univers de mon enfance. C'est encore un intérêt spécifique pour moi. C'est quelque chose que j'aime énormément. Euh, je- ça la mèche avec moi. Ah, Non, là, honnêtement, j'ai l'impression d'interviewer la version -10 de moi, en fait. voilà, mais je pense que aujourd'hui, si je devais vraiment, parce que là, ce serait vraiment plus l'affect que j'ai pour cet univers. Si je devais vraiment m'attarder sur un jeu en me disant qu'est-ce que je serais aujourd'hui, je pense que ce serait,
parlerais d'un jeu comme Gris ou Abzu, Journey, un jeu très indé, très léger, un peu voyageant. C'est un peu plus cet aspect-là qui me ressemble aujourd'hui. Même Alors, si c'est pas le calme dans ma tête, mais c'est un peu ce que j'aspire en tout cas. Arcolt sur le chat, sur le chat, pardon, je disais le chat parce que je voyais mon chat passer derrière. Arcolt nous disait Sea of Thief. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup Sea of Thieves, parce qu'on a beaucoup de grosses anecdotes sur ce jeu. D'accord. J'aime beaucoup, mais c'est pas celui qui me représenterait le plus. Bienvenue à toi, Horty Bleu Fragile. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à follow la chaîne. Et Horty Bleu Fragile dit Gris, oui. Donc apparemment, c'est un bon jeu. Ouais, Gris, c'est très chouette. C'est vraiment un très bon jeu indé. Si vous avez l'occasion de tester, que vous aimez bien les trucs un peu magiques, féeriques, c'est un peu plus connu. On peut comparer ça à Journey dont j'ai parlé, ou un peu dans le même genre de jeu qui est un peu un voyage initiatique, Ori Blind the Forest, par exemple, ou Hollow Knight. Oui, si vous aimez bien ce type de jeu-là, jouez à Gris. Ça vaut c'est quoi? C'est du pixel art, c'est du 3D, c'est quoi? Alors non, pas du tout. C'est de la 2D narrative. C'est hyper dans les dessins. C'est très c'est principalement muet d'ailleurs, et c'est très un côté un peu aquarelle, un côté très nuageux. En fait, on est vraiment dans un espèce de monde de voyage initiatique très léger et très doux, avec des graphismes un peu à la Miyazaki d'ailleurs. Je parlais de Miyazaki tout à l'heure, mais en général, mes inspirations reviennent un peu là, dans ce type d'univers. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper doux. En même temps, il y a des morales qui sont très fortes dedans. Il y a de l'action où c'est vraiment on a l'impression de vivre un rêve en fait. Gris, c'est un rêve un peu magique. Et je recommande vraiment parce que autant que ça soit de la musique, autant que de l'environnement, le game design, enfin tout est incroyable. Vraiment, je vous le recommande. Et ça vaut 3 fois rien pour la pépite que c'est. On est vraiment dans un âge d'or du jeu indé depuis quelques années. Hein. Oui. Il y a vraiment tout. Même moi au départ qui n'étais pas intéressé, très récemment, j'ai commencé à m'intéresser à un jeu indé parce que j'ai vu des streams dessus et j'avoue que je crois que je vais m'y pencher un peu plus quoi. Ouais, ça vaut le coup, honnêtement. J'ai l'impression qu'il y a surtout vraiment des pépites au niveau de l'atmosphère et des scénarios quoi. Moi perso j'avais l'habitude des jeux AAA où c'était des graphismes, bon après évidemment tous les jeux étaient pas magnifiques mais c'était des graphismes de ouf. Après c'est vrai que des fois les scénarios étaient peut-être un peu en décalé et là c'est vrai que depuis que je m'intéresse un peu plus aux jeux indés ou aux jeux qui sont pas forcément des AAA, c'est vrai qu'il y a vraiment des grosses claques. Oui. Oui, non, il y a vraiment il y a des jeux qui sont hyper intéressants et qui ont ramené quelque chose au jeu vidéo et qui ont ramené un public qui n'était pas dans le jeu vidéo, je trouve. Enfin, j'ai cité Gris, mais je pourrais en citer des dizaines parce que c'est vraiment la catégorie de jeux que je préfère en fait. Je pense à Jotun, je pense à... Ah, écoute, excuse-moi de t'interrompre, ce que je te propose à la rigueur, c'est qu'on parle des jeux vidéo en fin d'émission. Ouais, carrément avec Alors, plaisir. juste avant de passer à ton parcours, je vais juste lire un commentaire de Horty qui fait bien me prévenir parce que moi c'est le genre de trucs personnellement qui peuvent me toucher. Métaphore du deuil Gris, donc gros TW pour les gens que ça pourrait secouer, donc ouais effectivement c'est pas forcément le jeu auquel moi je vais jouer tout de suite. Oui, je préviens que par contre c'est un jeu qui décrit les étapes du deuil, donc c'est vraiment ça peut être assez difficile c'est vrai quand on est dans une période où on est sensible à ce sujet-là. Voilà, c'en est pas au level de Majora's Mask, mais c'est quand même c'est parlant effectivement. J'avais pas pensé effectivement. Merci de l'avoir signalé. Après, est-ce que c'est le genre de jeu qui pourrait peut-être aider à faire le deuil quand même ou pas? Ou c'est juste le présent? La fin est très jolie. La fin est très jolie. Par contre, c'est contrairement à Majora's Mask où ça va être vraiment hyper dur. Le jeu est beau dans sa réalisation et dans sa finalité. Donc oui, c'est un jeu qui a pour but justement de lâcher prise en fait. D'accord. Sans trop vouloir spoiler. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, il y a plein d'œuvres malheureusement auxquelles j'ai plus vraiment accès ou enfin, comment dire, j'ai plus vraiment les cuillères de regarder certains trucs. Je sais que par exemple, j'avais commencé la série Six Feet Under qui apparemment est un chef-d'œuvre, mais c'est un peu too much pour moi. Donc pareil, Six Feet Under, pour ceux qui connaissent, c'est une série sur une famille de croque-morts. Donc il y a un peu de second degré, mais c'est
très TW par moment, donc voilà à prévenir. Mais bon, écoute, on a parlé, donc on a fait le portrait Pachino. Je te propose qu'on parle à présent, et que j'apprenne à parler moi-même, sur ton parcours. Ok. Mon parcours. Alors, Alors déjà, on va commencer. on va essayer de faire dans l'ordre. Dans les cases LGBTQIA, quelle case, justement, tu coches? Donc, Alors, voilà. j'ai une longue liste. J'ai une très longue liste. Non, alors, on va aller faire dans l'ordre de celles que j'ai connues, on va dire moi-même. Bon, ça sera plus cohérent. Alors, déjà, la première case dans laquelle me range, entre guillemets, c'est la pansexualité. Je me suis découverte très jeune. Ensuite, je suis également aroace, enfin sur le spectre aro et aromantique et asexuel, du coup, pour les gens qui n'ont pas les abréviations. Je suis également polyamoureux. Alors, je me permets juste... Je suis trans... Vas-y. Je me permets juste, je vais rajouter juste parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être un peu trigger par le polyamour. Je vais juste me permettre de mettre un petit trigger sur l'écran. Ou attends, tu sais quoi, quand on en parlera, préviens-moi et je mettrai le trigger à ce moment-là, de façon à ce que les personnes qui peuvent être trigger puissent suivre le reste de ton parcours, tout simplement. Aucun souci, pas de problème. Du coup, voilà, donc je parlais de ROS, etc. Oui, et du coup, là c'est pour ma sexualité, et hormis ma sexualité, du coup, au niveau de mon genre, je suis donc une personne transmasque, donc une personne trans, non binaire. Si on va plus loin dans les étiquettes, c'est un peu le feu de foire, mais on va dire que je me définis comme une personne xénogenre, principalement. Après, si on veut aller vraiment dans chaque petite étiquette, ça pourrait être très long de parler de mon genre, mais grossièrement, les étiquettes que j'utilise les plus facilement, c'est le fait que je suis une personne non binaire. Voilà, pour ce qui est de mon appartenance à la communauté. Alors, juste pour éclaircir, xénogenre, quand tu dis xénogenre, plus exactement, c'est quelque chose de plus précis ou c'est juste xénogenre en général? Parce que je sais que c'est une appellation qui est peut-être un peu compliquée à détailler. D'ailleurs, je le redis dans l'émission, on défend les xénogenres avec plaisir, hein, c'est pas comme certains computers, que peut-être beaucoup à suivre. Mais du coup, oui, c'était totalement gratuit ça. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ok, alors, donc du coup, je pense que je peux faire un petit rappel au cas où les gens, mais du coup, donc sur le spectre de la transidentité, c'est un parapluie. Dans le parapluie, il y a notamment donc la transidentité binaire et la transidentité non binaire. Moi, je me situe dans la transidentité non binaire. Et dans celle-ci, je me catégorise en tant que personne xénogenre parce que je considère que mon genre est à part de des grandes cases, entre guillemets, que l'on peut trouver dans le genre. Pour plein de raisons, très spécifiquement et dans mon parcours très personnel, je m'identifie, si je devais décrire de manière hyper résumée, parce que sinon ça prendrait vraiment très longtemps, je me considère être un renard. Après, je sais que ça fait sauter les gens quand je balance ça comme ça sans détailler, mais je peux détailler si vous avez envie que je détaille. Ce qui est bien, c'est qu'on va enfin savoir ce que dit le renard, du coup. Exactement. Mais voilà, grossièrement, c'est ce qui me parle le plus quand je dois définir mon genre de manière plus ou moins simplifiée, parce que en fait, quand vraiment on veut parler longtemps de mon genre, ça peut aller très loin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mais j'utilise l'étiquette la majorité du temps non binaire pour éviter de avoir à détailler, parce que ça peut être très très long quand il faut détailler. Alors, merci Maiken1999 pour le follow. Bah oui, mais justement, je trouve ça super intéressant. Ça permet de montrer qu'en fin de compte, le genre, c'est pas quelque chose qui est tellement... c'est pas tant quelque chose de tangible, vraiment, qu'une sensation qui est au final propre à chacun et qui est pas forcément très simple à expliquer, quoi. Totalement. Totalement. En fait, de toute façon, le genre, c'est le genre, c'est une construction sociale déjà. Et puis c'est quelque chose d'hyper personnel. Enfin, moi, pour le coup, je suis totalement pour l'autodétermination. Donc l'autodétermination, c'est le fait de se baser en fait sur son genre, sur un ressenti propre, son genre, son orientation sexuelle, etc., sur un ressenti propre qui est personnel et pas sur des normes sociales ou biologiques. Même s'il y a plein de choses qui tendent biologiquement à dire aussi que on n'est pas binaire, hein, mais je vais pas rentrer sur ce sujet parce que là on n'a pas fini.
Alors, excuse-moi, je t'interromps parce que Arcole vient d'en sortir une pas mal, c'est pour ça que j'ai pouffé. Il nous dit le genre, c'est les Lego sociales qui s'emboîtent. Je viens d'avoir l'image, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, il n'a pas totalement tort en soi. Ouais, C'est oui, vraiment bien sûr. on veut forcer à mettre des cubes, des gens dans des cubes, et sauf que il y a des ronds qui peuvent rentrer, donc ils peuvent pas rentrer dans des cubes ou des triangles. Voilà, tout simplement. Et bon, moi, je considère être partie de ces cubes ou de ces ronds. Et plus simplement, le xénogenre, c'est quelque chose d'ultra personnel. C'est quelque chose qui, c'est un parapluie en plus le terme xénogenre, puisque le terme xénogenre lui-même englobe d'autres identités de genre. Par exemple, les personnes agenres font partie du spectre xénogenre. Grossièrement, xénogenre, si on doit prendre l'étymologie du mot, xéno, ça vient de alien. Et le genre, c'est le genre. Grossièrement, alien, le genre alien, c'est pour associer tout ce qui est pas considéré comme trop étranger pour être associé aux normes sociales basiques que l'on a sur le genre, où c'est homme, femme, et éventuellement entre les deux, ou éventuellement au milieu. Et en fait, ça fait partie de ça. Et toutes les identités qui sortent du spectre du genre, qui sont juste A ou B, ou au milieu, donc le neutre, là en l'occurrence on peut parler xénogenre. Et dans mon cas, j'utilise le terme renard en fait parce que c'est quelque chose qui me représente beaucoup quand je dois expliquer aux gens ce que je ressens et où est mon rapport au genre, vu que j'ai un genre qui est quand même très fluctuant, qui est assez multiple, etc. et qui est en fait assez libre. J'essaie vraiment cette image d'un renard qui court dans la forêt et qui est très libre. Et c'est pour ça que j'utilise la métaphore du renard, et c'est pour ça que je me définis en tant que renard en fait. Alors, Voilà. oui, justement, t'as bien fait de le dire. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que... Oula. Alors, RVK707, je crois que tu es un troll. Donc, si tu es un troll, tu feras pas long feu, je te préviens. Et oui, il faut pas oublier qu'à la base, alien, c'est pas forcément extraterrestre. Alien, ça veut aussi dire étranger, tout simplement. Hein. Tout à fait. Alors, du coup, je regarde juste... je reprends le fil du chat. Alors, Maïkia nous dit des octogones, bah oui, en fait, c'est ça, tout simplement, n'importe quelle forme qui ne s'imbrique pas forcément dans une autre ou qui s'imbrique sans être la même forme, en fait. Ce qui explique aussi pourquoi, au final, je pense qu'on est beaucoup de personnes non-binaires à être neurois. Je pense que ça joue aussi pas mal. Hein. Oui. Ensuite, Chaton... Il y a beaucoup de personnes... Pardon, désolé. Non, vas-y, je reprendrai après ce que tu as dit. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, il y a beaucoup de personnes neurois qui sont effectivement des personnes trans et des personnes non binaires, mais plus largement, en fait, beaucoup de personnes trans se définissent aussi par leur neuroatypie, parce que justement, en tant que personne neuro, parce que je suis moi-même concernée, on a une perception du genre et des constructions sociales et de tout ce qui est la sociologie et des normes sociales très différentes d'autrui, en fait. Donc forcément, il y a des personnes pour qui, en fait, se définir par leur neuroatypie, ça fait partie de leur genre. Du coup, il existe le neurogenre, par exemple, qui est une sous-catégorie du xénogenre, et c'est tout à fait entendable, en fait, et c'est tout à fait compréhensible quand on commence à se renseigner un petit peu sur ce qu'est les neuroatypies, etc. Alors, ensuite, Chaton nous dit « Imaginez, il y a peut-être des gens qui s'identifient Lego Gender. » Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas, puisqu'au final, un Lego, c'est quoi ? C'est un truc qui peut s'adapter à plein de situations. Enfin, c'est bête à dire, mais au final, je pense qu'on aurait un énorme pas en avant si, tout simplement, les gens qui étaient, entre guillemets, anti-xénogenre comprenaient que c'est pas tant que quand on dit qu'on est Lego Gender, ou Fox Gender, ou Alien Gender, tout simplement que c'est ce qu'on trouve de plus proche pour exprimer ce qu'on est, en fait. Ça veut pas dire... Exactement. Ça veut pas dire qu'on se prend pour un renard, ou pour un Lego, ou un alien, ou... Enfin, voilà. Alors, je vous demande juste une toute petite seconde, je vais muter mon micro 2 secondes pour crier. Je m'excuse d'avance. En fait, c'est aussi. Il était pas mute. Pardon, il était pas... Oui, alors oui, je suis désolé, effectivement, il était pas mute pour toi, mais il était mute pour les spectateurs. Toutes mes excuses. Chaton, oui. Chaton, je pense que tu te doutes de ce qui se passe. Alors ensuite, on avait... Alors, on a Bleu Fragile, Orti Bleu Fragile, pardon, qui nous disait, oui, en tant que personne trans non-binaire et neura, je me retrouve énormément en termes aliens. Écoute, je t'avoue que ce soir, c'est un peu comme une révélation pour moi, c'est un peu aussi ce que je commence à ressentir.
Et Chaton nous dit oui, moi aussi, c'est le terme que j'ai Ah ouais. utilisé la première fois que j'ai questionné mon genre il y a 21 ans. Voilà. Donc tout est lié. Ça se comprend. En fait, c'est con à dire, mais je me rends compte que si je devais vraiment définir mon genre, au final, ce serait bizarre gender. Aussi con que ça puisse paraître. C'est vraiment weird gender, je sais pas si ça existe, mais si ça existe pas, je suis prums pour mettre de la thune dessus et avoir des t-shirts dessus. Du coup, tu es plein de choses. Alors, petite question, est-ce que tu connais la série Doctor Who? Oui, je connais totalement la série Doctor Who. Alors, avant que ça me sorte de la tête, parce que depuis tout à l'heure j'ai que ça en tête, je trouve que ton look est très Doctor Who-esque. Merci, ça me fait très plaisir. C'est le petit... Je l'ai dit, donc ça existe comme genre, bah génial, je vais le copyrighter, comme ça je gagne plein de thunes, et puis je rachète Twitter à Elon Musk. Du coup, je suis officiellement weird gender. Putain, il me faut un t-shirt avec ce truc. Du coup, tu es plein de choses, on va vraiment revenir du coup sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'est arrivé, entre guillemets, en premier dans la face par rapport à ton identité LGBTQA? Qu'est-ce qui est arrivé en premier et comment tu l'as vécu? Alors, le premier, ça a été du coup la pansexualité. Alors à l'époque, j'avais pas le terme, je ne le connaissais pas, donc je me définissais juste bi. En fait, même avant ça, je me définissais pas. En fait, j'ai eu un rapport à moi et un rapport à autrui, je pense encore une fois, qui est lié à mes neuroatypies, très très différent des autres. Mais depuis tout petit, pour moi, c'était... Après, je suis dans une famille qui n'était pas particulièrement facho, même si... elles le sont d'une certaine façon. Ouais, c'est une famille qui se définit de gauche, donc on va dire que j'avais quand même un moins d'a priori qu'une famille complètement droitard et raciste, on va dire. On va dire c'est la famille de gauche, mais avec des petits restes on va dire d'éducation un peu de droite, c'est ça? Bah c'est ça, c'est la gauche libérale, quoi. Voilà, grossièrement. Ouais, j'ai un gauche qui soutient le capitalisme, mais qui est quand même de gauche. J'ai un pote qui m'a fait récemment. Bah, j'avoue que c'est même mon meilleur ami, mais bon, il regardera pas l'émission, donc il peut pas savoir. Et je vais me faire cancel après ça, mais il me fait oui, je suis de gauche. Et puis après, il est allé m'expliquer que Zemmour n'était pas de droite. Ouais. Oui. Ouais, voilà. Je comprends. Depuis, je le vois un peu moins, j'avoue, mais bon, voilà. Oui, j'imagine. Ah oui, non, c'est chaud. Hein. La guche. Mais... Zemmour est de quoi, du coup de Merdland. Ouais, je pense qu'on peut définir ça comme ça. Ouais. Ou de Racisland. C'est ça. Et encore s'il est avec ça. Bref, du coup... du pays des Schtroumpfs. Ça. J'ai un peu grandi dans ce milieu-là, du coup, donc j'ai quand même pas été trop montée la tête par mes parents dont ça va pas. Et j'ai quand même, mais j'ai quand même grandi très écartée de tout ce qui était représentation LGBT. Je savais que ça existait parce que j'ai dû voir peut-être 1 ou 2 films là-dessus, ou 1 ou 2 personnes concernées, mais de très loin. Et en fait, pour moi, c'était naturel. En fait, il y avait même pas eu une question pour moi, de normes. Je savais même pas, en fait, que jusqu'à mes peut-être 14-15 ans, que être LGBT, c'était pas une norme. Donc, que c'était pas la norme. Enfin, j'étais persuadée que c'était tout aussi normal et tout autant une norme que être hétéro, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que j'aimerais bien les femmes, enfin, ça s'est fait de manière hyper naturelle, en mode ok, j'aime bien ma meilleure amie, peut-être qu'un peu plus que bien. Ok, bon, je suis bi, voilà, c'était réglé, c'était plié et ça passait à autre chose, quoi. Enfin, ça, après, par la suite, j'ai compris quand même que les insultes à l'école, le fait qu'on toutes les relations, parce que j'avais des camarades de classe qui étaient lesbiennes et je me rendais pas compte en fait qu'il y avait quand même une relation qui était bien différente, perçue en tout cas bien différente et jugée de manière bien différente par rapport aux autres personnes. Mais j'avais pas ce truc de conscience de me dire est-ce que c'est parce qu'elles sont lesbiennes? Non, j'avais juste ce truc de dire elles sont différentes parce qu'elles ont un style un peu alternatif, ce genre de choses. Donc on va dire que ça s'est plutôt bien passé, enfin ça a vraiment passé comme une lettre à la poste en mode je suis bi, c'est cool, comme ça même j'aime tout le monde. Et puis j'avais 12-13 ans à cette époque-là, j'en avais un peu rien à faire aussi des relations amoureuses et sexuelles, donc j'ai juste pris cette info et je l'ai mise dans une boîte et je fais on verra plus tard, un jour. On va dire que ça a commencé comme ça, donc de manière très ok. Grossièrement.
C'est plutôt cool, hein, au final. Alors, petite question, c'est un peu la question polémique et j'aime bien faire chier les gens. Donc, tu fais la différence entre bi et pan, du coup? Ouais, je fais la différence entre bi et pan. Parce que tout simplement, pour moi, il y a tout un peu une petite polémique là-dessus. Pour moi, la bisexualité et la pansexualité, ça fait partie effectivement de la case plurisexualité, parce qu'il y a plusieurs plurisexualités, chaque ange a sa petite case. Pour ma part, je préfère utiliser le terme pan parce que pan, ça définit vraiment être attiré par tous les genres sans distinction, sans que le genre rentre dans l'attirance romantico-sexuelle. Dans mon cas, c'est le cas. Mais par exemple, j'ai plusieurs personnes, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes de la communauté ont tendance à utiliser le terme bi pour définir le fait que elles peuvent être attirées par deux ou plusieurs genres. Parce que parfois ça peut être pas tous, mais plusieurs genres en tout cas, mais que la petite distinction c'est le genre rentre dans l'attirance sexuelle, c'est-à-dire que sexuelle ou romantique. C'est-à-dire que par exemple les personnes vont pas être attirées de la même façon face à par exemple un homme à une femme. Moi dans mon cas c'est le cas, sauf le fait que la différence que je mets c'est que je ne veux pas relationner avec des hommes cis. Ça c'est un choix personnel, mais ça veut pas dire que je suis pas attirée par eux, ça veut pas dire que j'ai pas par exemple d'attirance, je vais quand même être attirée par eux, simplement je vais juste me mettre la croix de non. Ouais, c'est plus politique en quelque sorte comme restriction plus C'est ça, c'est une restriction politique et qui est pas en lien avec mon attirance parce que j'ai été attirée, je suis sortie avec des hommes cis par le passé, donc en fait c'est vraiment plus un refus politique. Donc c'est pour ça que je me considère quand même pan. Le fait que que je ne veuille pas relationner avec des hommes cis, ça n'enlève, pour moi ça n'enlève pas l'attirance que j'ai pour eux. Enfin j'ai déjà eu de l'attirance et j'ai encore des fois de l'attirance pour des hommes cis, mais c'est simplement non mais non merci quoi. Voilà. David Tennant quoi. Voilà. On peut en faire plein, mais il y en a plein où je fais ouais, bon bah oui, mais non. Non. Tu es bien où tu es. Alors, on a Chaton qui nous dit pour moi la bisexualité c'est un spectre, mais le terme plurisexualité est intéressant et plus adapté. Et elle dit je crois qu'on est beaucoup à pas vouloir d'hommes cis dans nos relations. Oui, en fait, je pense que dès que tu commences en fait le militantisme, c'est que tu te rends compte que c'est vraiment assez risqué en fait. Sortir avec un homme cis. Bon, après, même moi, je n'ai jamais été attiré par un homme cis, même si je peux en trouver, comment dire, c'est attirant, mais c'est pas de l'attirance sexuelle ou amoureuse en fait. C'est vraiment dire, effectivement, lui est pas mal pour plein de raisons. Exemple, David Tennant, Keanu Reeves, ce genre de personnes quoi. Mais effectivement, il y a cet aspect, dès le moment où tu t'intéresses au militantisme, tu te rends compte que finalement, sortir avec un homme cis, j'ai l'impression c'est un peu faire une roulette russe avec un flingue qui aurait 5 balles dans le chargeur sur 6, quoi. Exact. Ok. Exact. Et c'est pour ces raisons-là. Voilà, c'est politique pour mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes. Alors, Chaton dit, c'est une question d'expérience aussi, je pense. Oui, de toute façon, oui, sachant que j'ai plus les chiffres officiels, mais il me semble que 99%, 90%, 99 peut-être pour cent, 95 des personnes assignées femmes à la naissance ont eu des problèmes d'agression ou d'attouchement sexuel, donc c'est voilà quoi. C'est normal de pas vouloir sortir avec la personne qui t'a fait du mal. Malheureusement, ça peut aussi être normal d'avoir une espèce d'attirance vers une personne qui t'a fait du mal. Enfin, c'est très compliqué, on peut peut-être pas rentrer là-dedans maintenant. Donc, là, ta pansexualité, tu disais que t'avais quoi? Que t'étais jeune, 12-13 ans, si j'ai bien compris? Ouais, tout à fait, vers ces eaux-là. D'accord. Donc toi, tu l'as vécu plutôt bien, mais du coup, dans ton entourage, est-ce que tu t'es outé tout de suite ou est-ce que tu as justement gardé ça pour toi en disant, bon, de toute façon, c'est comme ça? Pas du tout. Pas du tout parce que, en fait, alors mes amis, oui. Mes proches, alors on va dire que j'ai toujours eu un cercle familial et j'ai toujours un cercle familial très compliqué et très tendu. J'ai vécu beaucoup de violences infantiles très jeune, donc en fait, ce genre de choses, c'est des choses qui se disaient pas dans le cercle familial. Et en plus, c'était une période qui était particulièrement conflictuelle entre mes parents, donc c'était vraiment pas un sujet que j'aurais abordé. Je pense pas par crainte d'homophobie à cette époque-là, pas à 12-13 ans. Par la suite, j'ai compris que mes parents, effectivement, aussi faisaient partie des nombreux parents à être homophobes. Mais c'était plus je m'en prends déjà plein la gueule de manière A plus B, et puis là, c'est fait. Pour moi, c'était pas la peine de leur faire un coming out parce que, comme j'expliquais juste avant,
pour moi, je voyais pas l'intérêt de faire un coming out parce que j'étais pas conscient que, en fait, c'était pas la norme déjà. Et de plus, en fait, j'étais pas amoureux à cette époque-là. Enfin, j'ai compris que j'avais de l'attirance pour ma meilleure amie de l'époque, mais ça allait pas plus loin et j'avais pas de relation. Enfin, mon premier flirt était avec un mec, donc j'ai pas particulièrement réfléchi à poser cette question-là. J'étais juste en mode, bon, bah ok, c'est fait, point, quoi. On verra plus tard, quoi. Ok. Ça n'a pas été cette période, en tout cas, où ça a été compliqué vis-à-vis de ça. J'imagine que ça a été un peu plus tard, quand du coup ça s'est peut-être un peu plus concrétisé dans tes relations, j'imagine. Exactement. On va dire que en fait, ma vie personnelle a été toujours hyper secrète dans mon contexte familial. Mes proches, par contre, tout ce qui est mes amis, l'ont su tout de suite. Je m'en suis jamais cachée. Même d'ailleurs, ouvertement dans la rue, ouvertement dans les bars, ouvertement vers les nouvelles personnes que je rencontrais, ça a toujours été. Enfin, je cache absolument pas mon identité, que ce soit mon identité de genre, que ce soit mon orientation sexuelle ou romantique. Enfin, je cache pas les étiquettes auxquelles je suis concernée et encore moins, on va dire, avec des personnes concernées ou avec des personnes avec qui je me sens bien. Mais par contre, le cercle familial, ça a toujours été plus compliqué parce que ça a toujours été conflictuel. Et tout était sujet tellement à conflit que je savais que ça allait être aussi un sujet à conflit. Et c'est à partir de la période où j'ai commencé à flirter avec mon premier copain, donc, enfin, mon premier copain, on va dire, c'est un flirt de collège, donc c'était vraiment très jeune, 14 ans, où mes parents ont eu des propos homophobes. Et c'est là où j'ai compris que qu'il existait de l'homophobie, qu'il pouvait exister de l'homophobie dans ma famille. J'ai commencé à en prendre conscience qu'il en existait ailleurs, mais je pensais que c'était une minorité déjà. Et puis là, j'ai compris qu'en fait, mes parents aussi avaient des propos homophobes. Et à partir de là, j'ai fait OK, là, ça va être tendu. Et j'ai mis bien des années, j'ai fait un coming out en 2019, donc c'était il y a 3 ans. Voilà, sachant que j'ai su j'avais 12 ans, donc en 2010, 2011, enfin voilà, donc presque 9 ans après. Donc oui, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps, mais volontairement en fait, parce que j'avais pas envie de leur dire, parce que déjà j'ai des rapports conflictuels avec eux, et puis tout simplement parce que pour moi c'était personnel et je considère pas mes parents et ma famille comme des gens qui font partie de mon espace personnel. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en aurais pas parlé ou parlé que très tard. Comme je pense beaucoup de personnes queer malheureusement. Et du coup, est-ce que je peux te demander si ça s'est bien passé de leur côté ou tu préfères pas Non, c'est ok, c'est ok. Alors ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. En plus, en fait, le contexte du coming out a été vraiment très bâclé. Enfin, était très bâclé. J'ai fait ça de manière lors d'une dispute où je devais passer 2 mois avec mes parents. Il faut savoir aussi, c'est le contexte important. Il faut savoir que je n'habitais plus chez mes parents depuis mes 16 ans. À mes 16 ans, à cause du conflit familial que j'avais, j'ai décidé de quitter la maison. Donc, j'ai été à l'internat jusqu'au lycée. Et après, à mes jours de mes 18 ans, je suis partie, j'ai pris un appartement et j'ai quitté le foyer familial. Donc, j'y revenais de temps en temps, d'abord les week-ends, tous les week-ends, puis après, 15 jours, tous les 15 jours, une fois par mois, etc. Donc, j'étais très peu dans le cadre familial. Donc en fait, pour moi, il y avait aucune raison que je leur parle de ma vie parce qu'ils faisaient pas partie de ma vie en fait. Pour moi, c'était jouer un rôle une semaine un jour par mois ou par semaine et c'était pas dans mon intérêt de le faire. Et en fait, à ce moment-là, il se trouvait que j'avais plus de logement et que je devais retrouver un logement avec mes parents pour l'été. M'ont demandé de venir vivre chez eux plutôt que je me retrouve à galérer. Et en fait, ça s'est toujours très mal passé, mais ça s'est très mal passé. Et lors d'une dispute, ça a éclaté en fait. Je leur ai balancé à la gueule plein de vérités, de choses qui avaient été très dures pour moi dans ma vie et qu'ils avaient toujours repoussé, dont ma pansexualité. Alors j'avais utilisé le terme bisexualité parce que ils connaissent pas autre chose. Et là, oui, ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu énormément d'homophobie, il y a eu énormément de rejet, en fait c'était du rejet pas réellement conscient. En fait Yels étaient même pas conscients que c'était homophobe. C'est-à-dire que Yels étaient en mode ah non mais moi j'ai des amies lesbiennes, regarde ta tante machin truc, enfin ça va, moi je suis pas homophobe, mais en ayant plein de propos homophobes pendant des années, en ayant plein de propos homophobes. C'est la version homophobe du je suis pas raciste. J'ai des amis qui font des très bons couscous quoi. Ouais. Exactement. Alors, et voilà. Excuse-moi, je me permets juste de te couper avant de reprendre. Je vais juste faire ce qu'il y avait sur le chat. Alors, c'était pour avant, mais c'était aussi assez intéressant. Maïkan disait
ouais, t'as disons plus de chances de finir dans une mauvaise relation avec un homme cis. Dans les faits, tu peux aussi être dans une mauvaise relation avec quelqu'un qui n'en est pas, mais effectivement, clairement, c'est plus risqué avec un homme cis. Oui, voilà, bien sûr. Bon, je dis pas que les personnes non cis ne sont pas. La preuve, je connais des personnes trans-masques récemment qui ont des sacrés coups de pute, mais bon. Pardon, des coups, des sales coups. Et Ortie Bleu Fragile demande du coup, tu dis que tu caches pas tes identités, mais du coup, est-ce que tu reprends les gens quand on te met genre dans la rue ou à la boulangerie par exemple? Alors, ça c'est une bonne question. Alors, je cache pas mes identités. C'est-à-dire que effectivement, je suis pas. Quand on me pose la question, j'y réponds sincèrement. Mais je le fais de manière stratégique. C'est-à-dire que si je peux éviter de m'outer dans des situations où c'est pas nécessaire et que je peux privilégier par exemple, de ma sécurité dans des situations où je pense que c'est pas nécessaire de me outer pour ma propre sécurité, là effectivement je ne le fais pas. C'est-à-dire que là à l'heure actuelle, en fait je rejette pas le pronom elle, c'est un pronom que j'utilise toujours, donc en fait c'est moins violent pour moi que une personne qui est strictement transmasque ou une personne qui est strictement transfemme et qui utilise des pronoms très stricts. Moi j'utilise tous les pronoms de manière générale en fait. Je donne pas le elle parce que la majorité des personnes cis l'utilisent, mais en fait je fais pas une crise d'urticaire à chaque fois qu'on utilise le elle, j'en fais une quand on l'utilise exclusivement en fait. Et vu que je sais que mon entourage est entouré quasiment exclusivement de personnes trans aujourd'hui, ou de personnes en tout cas respectueuses de mes pronoms, bah je vais pas me dire à la boulangère oui bonjour c'est il. Par contre ça m'arrive de le faire dans certaines situations où je me genre exclusivement au masculin, où il y a des jours où vraiment j'ai vraiment beaucoup de dysphorie, où j'ai très envie qu'on me genre au masculin. Là oui ça peut m'arriver, mais je vais pas le faire dans des situations comme à la boulangerie. Après ça m'est arrivé de le reprendre dans certaines situations, dans un restaurant, etc. Bon, ça fait bugger les gens comprennent pas, et puis enfin, ils font ok, vu, et ils partent quoi. Mais ça m'arrive de le faire par contre dans des institutions médicales. J'ai déjà mangé de la transphobie dans ce genre de choses, par exemple quand j'exposais le fait qu'on me mégenrait, ou dans des trucs administratifs, ce genre de choses. Là oui, en fait dès qu'il y a un suivi un peu plus concret et régulier, j'hésite pas à en parler. Mais pour moi ça nécessite pas que je parle à la boulangère que je vais voir 2 minutes pour lui demander du pain par exemple. Parce que toi aussi, t'as développé une espèce de technique avec des personnes auprès t'es pas forcément out, d'utiliser un langage qui fait que t'as pas besoin de te genrer. Genre, je sais que moi, par exemple, auprès de ma mère, je suis pas out, ou auprès de mon frère, je suis pas out, et je le serai probablement jamais. Et du coup, ma mère, au lieu de lui dire, bah, par exemple, on va dire une phrase, je suis ton enfant préféré, enfin, je suis ton fils préféré, je vais dire, je suis ton enfant préféré. C'est-à-dire qu'elle, elle va pas tiquer, mais moi, au moins, je sais que j'aurais pas, je me serais pas, entre guillemets, forcé à utiliser un terme qui me met mal à l'aise, quoi. Ouais, je comprends. Oui, ça m'arrive beaucoup. J'utilise énormément de termes épicènes, du coup, de termes non genrés. Ça m'arrive énormément. Après, maintenant, j'ai aucun problème de me genrer au neutre face aux gens. Enfin, je pense que ça s'entend, mais depuis tout à l'heure, j'utilise des termes comme yel, etc. Enfin, c'est devenu mon langage et ça fait partie de mon vocabulaire au quotidien. Et même avec des personnes cis, j'ai aucun problème de dire, même en parlant de personnes cis, il suffit que par exemple il y ait une meuf cis entourée de plein d'hommes cis, je vais quand même dire yel, et ceux même entourés de personnes cis. Et je me force plus en fait à utiliser du non inclusif. Parce que, outre le fait que c'est pas ok pour des personnes trans, c'est le langage genré et sexiste de la langue française me convient pas de base. Donc en fait, je me cache pas d'utiliser le neutre, et ça me permet aussi pour moi de faire du filtre. C'est-à-dire que si je vais rencontrer quelqu'un et que la personne elle commence à râler parce que j'utilise celle et qu'elle bégaye, et pendant que je le répète la 3e fois en lui expliquant que c'est la contraction de celle et de ce, là à ce moment-là je fais bon ok, toi je vais pas m'investir plus émotionnellement, pas gaspiller mes cuillères pour toi, ok. Voilà, je passe à autre chose, et puis voilà, j'ai appris à m'en foutre. J'aimerais tellement pouvoir faire pareil. J'ai des potes qui sont proches, qui sont capables de me chier un cake parce que j'utilise l'inclusif dans mes SMS, quoi. Et... Ouais. Moi, on va dire que j'ai aussi fait du tri, quoi. J'ai choisi constamment de faire un sacrifice de la majorité de mon ancien entourage pour pouvoir vivre avec un entourage qui me ressemble déjà et qui est majoritairement trans, comme je disais tout à l'heure, et qui comprend en fait. Les rares personnes cis qui sont dans mon entourage, y compris des hommes cis, respectent totalement mes pronoms, l'inclusif, et je respecte mon identité sans problème, quoi.
Et Je- c'est pour cette raison que je fais ça aussi. Honnêtement, j'aimerais bien avoir la même, comment dire, la même façon d'être, mais c'est quelque chose, c'est un tort, j'en suis conscient, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai pas encore cette capacité totale de dire aux personnes. Ah, un détail très con, là récemment, j'ai perdu quelques amis, que j'ai pété un câble encore une fois, sur l'autre con de J.K. Rowling, et j'ai perdu des amis qui me disaient ouais, t'es trop catégorique, ça dépend des points de vue, et bah, non, juste non, mais le fait de plus avoir de contact avec eux à cause de ça, je suis en train de déjà que j'ai plus des masses d'amis, alors si en plus je commence à en perdre d'autres, enfin c'est assez Ah frustrant. oui, C'est assez je, frustrant. com- je comprends totalement. Par vécu, je comprends totalement. Du Mais coup. Pardon, vas-y. vas-y. Non, non, j'allais du coup continuer sur ton parcours, parce que là, du coup, on a parlé de la découverte vraiment de ta pansexualité et comment les autres ont réagi, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es également genre et plein d'autres choses. Donc, comment ça Tout s'est à fait. passé pour ces autres étapes? Alors, les autres étapes, c'est aller très vite. Alors, on va dire que pour situer un petit peu et pour expliquer un petit peu mon parcours, parce que c'est important, faut savoir que tout mon parcours en termes d'identité de genre et d'orientation sexuelle, c'est énormément fait au cours de mes relations et au cours de ma santé mentale. Euh, L'autre point important de ma vie qui fait partie presque pour moi de mon identité aussi, c'est mes handicaps. Je suis quelqu'un de très neuroa, qui a énormément de troubles. Je suis quelqu'un de handicapé physique aussi, maladie chronique, etc. Et ça a énormément influé sur ma vie, sur mes choix, sur plein de choses. Euh, Typiquement, toute ma vie, j'ai essayé de me conformer à pouvoir faire des études, faire un travail, etc. Et que je n'ai jamais réussi à faire jusqu'au bout à cause justement de ma santé. Et ça a énormément joué sur mon rapport à moi, sur mon questionnement et sur comment je me sens. On va dire que par exemple, typiquement, j'ai commencé à me poser des questions sur la transidentité et je devais avoir pareil 12-13 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le découlement de la pansexualité m'a amené sur ce questionnement-là parce que j'ai eu une première représentation d'une personne trans dans mon entourage. Alors c'était un ami d'amis. Euh, je le connaissais de très loin et en fait moi juste un jour il est arrivé, il m'a dit oui au fait c'est c'est tel prénom. Et je fais ok. Et j'ai jamais cherché à aller plus loin en fait et j'ai même pas posé de questions sur la transidentité. Enfin pour moi c'était encore une fois hein, je reviens comme au début pour moi c'était naturel. Enfin c'était ok tu veux t'appeler comme ça voilà tu utilises tel pronom ok. Enfin pour moi je ne connaissais même pas le terme transgenre en fait à cette époque-là. Pour moi c'était juste ok voilà cette personne veut ça. Et ben, Donc, c'était vers quelle époque, quelle année, si c'est pas indiscret? pareil, 12-13 ans, enfin, dans la même. En fait, Ouais, c'est très lié à ma pansexualité. Sauf que, d'accord. à cette époque-là, voilà, j'avais cette représentation-là. Et j'avais pas d'autres représentations là. Et pour moi, j'avais qu'une représentation hyper binaire de des rares personnes trans que j'avais à la télé, qui étaient majoritairement des drag queens, donc qui ne sont d'ailleurs pas forcément des meufs trans. Et les seules personnes trans dont j'avais dans ces représentations-là, c'était cette connaissance et du coup ces meufs trans. Et c'était très limité et enfin, je me sentais pas du tout ni collée dans l'une étiquette ou dans l'autre. Et pour moi, j'étais juste en mode bon, ok. Et en y réfléchissant, il y avait vraiment un rapport à moi qui était hyper différent. J'ai toujours un rapport à moi-même qui a été hyper différent par rapport aux autres, mais je me sentais pas plus, enfin, un peu plus qu'une fille. Mais j'arrivais pas à mettre le mot sur le plus ou sur ce truc différent. Pour moi, j'étais arrivée au fait de bon, la transidentité, si j'étais une personne trans, je serais un garçon et je suis pas un garçon, donc bon, point, fin. Et bon, Et c'est pour next. ça qu'on a inventé la non-binarité. Exactement, moi c'est arrivé, j'ai fait bon next, je suis pas un garçon, on verra plus tard. Et euh, et en fait c'est bien des années plus tard que ces questionnements est revenu. Et il est pas revenu de manière complètement innocente, il est revenu quand j'ai commencé à fréquenter des personnes non binaires. Et quand j'ai commencé à être au courant de certains termes, ce qui est très rigolo, c'est que je conseillais des potes, j'ai fait faire des coming out, on m'appelle d'ailleurs, on me dit que c'est souvent mon job que je fais faire coming outer les gens, c'est mon but dans la vie. Ah, c'est Mais pas je bien, fais faire, c'est pas bien, non, c'est mais pas bien du tout. pas négativement, c'est-à-dire qu'en fait, je leur ai arrivé, je fais hey, mais regarde, tu serais pas hétéro, et puis la personne fait oh, mais oui, t'as raison, ça a Ça, me- été ça toute ma vie. Ça me fait penser à mes invités d'il y a quelques semaines avec le coup du mais tu serais pas gender fluide en fait? Ouais, Gros ça bisous si m'arrive. vous nous suivez, la meute. Ça m'arrive souvent en fait. Il y a plein de gens dans ma vie ou que j'ai rencontrés qui se pensaient cis hétéros et qui sont arrivés en mode hey en fait
en fait, je suis pas hétéro. Et typiquement, voilà, il y a plein de personnes comme ça. Enfin, je me rappelle l'exemple que j'ai où j'avais peut-être 15, non, 16 ans, 16, 17 ans. C'était l'ex-copain de ma meilleure amie qui est arrivé et qui m'a fait putain, mais putain, je me pose plein de questions sur mon identité et tout. Il y a des jours où je me sens grave meuf, il y a des jours où je me sens grave mec. Je fais, mais tu serais pas gender fluide? Et puis cette personne avait son coming out gender fluide comme ça. Et en fait, moi, j'étais là, je connais plein d'étiquettes et moi, je me disais, bah bon, bah, voilà, j'ai de l'égence et tout. Et j'étais complètement dans le déni alors qu'il y avait plein de signes. Comme je disais la dernière fois, j'imagine trop le truc façon sketch, genre avec la personne qui est seule dans sa chambre. Oh là là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Puis toi qui ouvres la porte. Tu serais pas pas hétéro? Et tu refermes la porte. Exactement, c'est un peu ça. Hey, salut, tu es dans la communauté queer, tiens un arc-en-ciel et je referme la porte. Bah, c'est un peu ça. Et ça tu es hétéro? Arrête. Exactement. Mais vraiment, même là récemment, ça fait 1 an et demi, je rigolais, mais je me disais, oh, mais les dernières personnes, les dernières relations cis, des dernières relations mecs cis que j'ai eues, non, mais c'est des mecs cis, et puis quelques temps après, je vais, ah, bah, ça, c'était une meuf trans, ah, bah, c'était une personne non binaire, ah, bah, d'accord. Donc en fait, bon, bah, les quelques cis avec lesquels j'ai relationné, elles ont tous transitionné après m'avoir eu dans leur vie, donc je fais, bon, pas zut. Ce qui est fort, c'est que je dis ça, mais je me rends compte qu'il y a 10 minutes de ça, justement, je me suis rendu compte que j'étais genre. Voilà, c'est mon jeu dans la vie apparemment. Wow, efficace, très efficace. Alors on a eu des commentaires. On a Arcolt qui nous dit bonjour pas hétéro, moi c'est Arcolt. Ensuite bonjour pas gender fluid, tu sais déjà qui je suis. Entre parenthèses le nom complet de PDF. Ensuite t'as Chaton qui dit c'est un petit côté chercheuse de talent de My Little Pony, sauf que tu trouves des identités LGBT aux gens plutôt que des talents. Exactement. Maiken nous dit le pouvoir de Mio, ça ferait bonne série TF1 ça. Et ensuite, Orti Bleu dit mais tu serais pas romantique, tu me l'as complètement fait, Mio. Oui, j'avoue. J'avais, hey. Non, mais voilà, je fais ça avec tout le monde, je ne le fais pas exprès. J'arrive, je fais, mais tu serais pas. Bientôt, ils vont vendre des bâtons Mio, en fait, avec juste si jamais c'est LGBT, ça va dans un sens, sinon ça va dans l'autre. Moi, j'attends, soit ne sois pas hétéro-cis. Bon, voilà, bon, c'est ma vie. Non, mais grossièrement, c'est un peu ça. Hein. Du coup, la question de Horty Bleu est pas mal parce que ça me permet de rebondir. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais assez aromantique, c'est ça? Ouais, Arrowways. Alors, Arrowways. Exactement. Alors, Arrowways. Du coup, alors, comment commencer ça? Parce que je t'avoue, si ça te gêne pas, je vais peut-être te dire, du coup, parce que je suis pas très éduqué sur le sujet. Si tu veux, je te dis ce que je pense que c'est, tu me dis si ça correspond ou pas? Ça me va. Du coup, Arrowways, pour moi, aromantique et asexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré physiquement et qui n'est pas attiré romantiquement, en fait. Si je puise dans mes non-connaissances, en fait. Ouais, alors effectivement, ta définition est partiellement juste. Ce qui manque, c'est le partiellement dans ta phrase, en fait. Grossièrement, une personne asexuelle, c'est une personne qui n'est pas ou partiellement pas attirée par qui n'a pas d'attraction sexuelle, qui n'est pas attirée par les relations sexuelles, ou qui l'est sous certaines conditions. Et l'aromantisme, c'est la même chose, sauf que c'est avec tout ce qui est relations romantiques. Du coup, moi, je suis sur le spectre Arrowways, donc c'est pour ça que souvent les gens sont en mode mais tu peux pas être Arrowways et avoir des relations amoureuses. Si, c'est tout à fait compatible. Dans mon cas, alors je vais pas vous sortir toutes les étiquettes parce que c'est long, mais dans le spectre Ace, grossièrement, je me considère comme demisexuel et Ace Flux, donc pour détailler les petits termes de ce parapluie, ça veut dire que je ne peux pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un avec qui j'ai pas un lien très fort avant. Mais quand je dis un lien très fort, il faut vraiment que ce soit quelqu'un que je fréquente de manière sur le long terme, mais avec qui j'ai vraiment un lien fort où grossièrement ça va avec le fait que faut que je tombe plus ou moins amoureux de cette personne qui a une attirance romantique à côté, quelle qu'elle soit. Justement, du coup, c'est pour ça que je comprends. Enfin, c'est pour ça que, à mon avis, je suis pas le seul à avoir peut-être du mal à comprendre. Justement, c'est le côté aromantique, du coup, qui me paraît peut-être intéressant à expliquer, quoi. J'y viens. Et Ice Flux, c'est le fait que j'ai une asexualité qui est fluctuante, c'est-à-dire comme vous voyez, tout le monde a des moments de libido ou des moments où
et elles ont pas envie d'avoir de rapport sexuel, ben, c'est la même chose dans mon cas, sauf que moi, ça peut s'étendre à beaucoup plus de temps que juste quelques fois de temps en temps. Moi, ça peut aller jusqu'à j'ai des périodes où je suis complètement bas les couilles des relations sexuelles pendant plusieurs mois, voire années, et des moments où ça va être tout l'inverse. Voilà, donc c'est très fluctuant, c'est des périodes plus ou moins courtes, et ça fluctue aussi par rapport aux gens. Il y a des gens avec qui j'ai une envie sexuelle qui peut être là, et on va dire une asexualité qui peut être très forte, avec d'autres pas du tout. Enfin, voilà, ça dépend aussi des gens. Donc dans mon cas, demi Arrow Ace. Et pour Arrow, c'est la même chose, c'est-à-dire que je peux pas tomber amoureux de quelqu'un si j'ai pas un lien très fort avec la personne. Et quand je dis très fort, je suis tombée en tout et pour tout ce que la société considère réellement amoureux, donc c'est-à-dire la case du hyper fort où on va se marier machin, peut-être 4 fois dans ma vie. Je pense 3 fois en y réfléchissant bien. Mais voilà, vraiment très peu de fois. J'ai eu beaucoup plus de relations que 3 personnes dans ma vie. D'ailleurs, coucou, une de mes relations qui est dans le chat. Voilà, donc du coup, c'est ça en fait le fait d'être aro. Dans mon cas, c'est pas forcément ne pas ressentir d'amour romantique, mais c'est de manière très spécifique, très rarement. Pour mon cas, c'est je tombe vraiment très très peu amoureux. Et l'autre étiquette que j'ai dans la romantisme, c'est ce qu'on appelle le quoi romantique, c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à distinguer les gens entre amitié, amour. Voilà, j'ai beaucoup de mal en fait à mettre les gens dans des cases entre amis, amour, flirt, toutes les cases que vous le souhaitez en fait. C'est assez compliqué pour moi de dire cette personne c'est ma relation amoureuse, cette personne c'est mon ami. Et c'est extrêmement particulièrement compliqué, étant donné que j'aime en plus plusieurs personnes puisque je suis polia. Des fois, ça m'arrive de être devant une personne et faire je ne sais pas si cette personne, je veux être son amie, ou si cette personne m'attire romantiquement, ou les deux, je ne sais pas. Alors, voilà. C'est tout un schmilblick. C'est très marrant. C'est très marrant parce que, alors je sais pas si t'es à jour sur Doctor Who. Un jour en récent. Alors, pas les derniers récents. Non, pas les récents. D'accord, non, parce que déjà, je me dis qu'un jour, on va réussir à faire une émission sans parler de Doctor Who et Sense8, mais c'est pas demain. Mais justement, t'as cette notion un peu floue avec maintenant qui est l'avant-dernière Docteur, avec une de ses compagnons, où c'est pareil, c'est un peu flou. C'est exactement la même. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose que tu décris. Et donc, en fait, pour simplifier, en gros, c'est simplement que les curseurs chez toi sont pas arrêtés à un niveau, quoi. Exactement. En fait, j'ai énormément de mal à mettre les gens dans des cases, les cases de manière générale, et moi, c'est très compliqué. Je pense que c'est lié à mon autisme. Je suis autiste, c'est très compliqué pour moi les cases. Voilà, mais les cases, c'est pas mon fort. Et ironiquement, alors que je suis quelqu'un qui aime énormément organiser les choses, mais les cases dans tout ce qui est structurel et relationnel, c'est compliqué. Et j'ai énormément de mal en fait à me dire ok, cette personne, je suis réellement amoureuse. Par exemple, actuellement je suis en relation avec une personne pour qui je sais que je suis réellement amoureux, comme la société l'entend, comme le cliché de la personne avec qui on veut vivre machin, mais j'ai mis énormément de temps à le savoir. Ça m'a pris des mois entiers, ça a mis énormément de mois de doute, ce que je fais. Bon bref, ça a été un enfer. Et puis en fait, quand je compare cette personne à mes autres relations, j'aime pas moins mes autres relations. J'ai quand même comment dire, une expression romantique avec elle. Et pourtant c'est pas le même type d'amour. Pourtant c'est pas la même chose que ce que la société entend. Enfin c'est ça aussi en fait la romantisme. Et il y a énormément d'ailleurs de personnes aro qui sont polyamoureuses aussi pour cette raison, parce qu'en fait c'est un spectre, c'est hyper large, la romantisme. Et alors, je me permets, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. J'ai une proposition de faire parce que je vois que l'heure est en train de défiler, mais j'ai pas spécialement envie qu'on arrête sur le sujet parce que c'est quand même super intéressant. Donc, est-ce que je peux te proposer, il y a 2 possibilités. Soit on arrête sur le sujet maintenant et on parle de jeux vidéo jusqu'à 22h, parce que, encore une fois, malheureusement, comme je dis, je peux pas trop me permettre de faire l'émission durée vu qu'il y a les enfants qui attendent. Sinon, ce que je peux te proposer, c'est qu'on continue sur ce sujet jusqu'à 22h. Et qu'on fasse, par exemple, la semaine prochaine, une deuxième partie. Ouais, carrément. Moi, ça me va.
D'accord. Alors ensuite, je vais juste reprendre les... Je vais relire les réactions du chat. Alors, Orti Bleu Fragile nous dit: personnellement, je dissocie complètement la libido et l'attirance sexuelle. Une personne ace peut vouloir et ou aimer les relations sexuelles et avoir une libido plus ou moins forte tout en n'ayant pas d'attirance pour des personnes. Oui, en fait, c'est l'attirance pour l'attirance, en fait. C'est pas forcément vers une personne en particulier. Totalement. Puis la libido, c'est pas la même chose. Des personnes ace qui sont par exemple sex répulse, donc qui ne veulent vraiment pas de relations sexuelles, peuvent avoir de la libido. C'est pas. Je faisais une comparaison, mais c'est pas la même chose. En tout cas. Ensuite, on a Chaton qui nous dit: dommage que je sois à l'hôpital, elle aura fait des bracelets S-Flux qui sont un joli drapeau. Effectivement, Chaton qui malheureusement est en pause à cause de son hospitalisation, qui fait des bracelets assez sympas. Pas sous la main, je suis désolé, ils sont accrochés à côté. Ensuite, on a Maykarn qui nous dit, Maykarn 1999, qui dit: je suis à 200% d'accord avec Artible Fragile. Ensuite, on a Dur, qui à mon avis est surtout lourd, qui nous demande c'est quoi les pronoms. Et Chaton qui répond Kane, d'accord. En Mayken. Mayken, d'accord. D'accord. Et on a Chaton qui a eu la répartie que j'aime beaucoup, qui dit Dur, bonjour, on apprend ça à l'école normalement. Bien joué, Chaton, je t'aime. Mayken, d'accord. Mayken. Oh attends, déjà qu'il faut retenir les pronoms, maintenant il faut retenir les noms. Ça récemment, on m'a accusé d'être transphobe. Je suis sûr que la personne qui a dit ça a juste dû faire un clip de ce passage pour dire: ouais, regardez, elle aime pas les trans, en fait, c'est juste un poseur, une poseuse. Voilà. Oui, je suis désolé, je suis un peu salé, il s'est passé le truc récemment et du coup, ça a des moments où ça ressort un peu. Et comme la canne, donc voilà, Maïkan. D'accord. Maïkan, désolé pour la méprononciation de ton pseudo. Du coup, ensuite, Dur qui dit: désolé de poser des questions. Alors, Dur, on t'a répondu un peu durement. Je suis désolé, c'est juste que malheureusement, comme tu sais, vu le sujet de l'émission, ça arrive malheureusement que des fois, quand on est des personnes qui viennent juste pour faire le con ou pour dire des conneries, et c'est vrai que du coup, on est un petit peu, moi personnellement et probablement les autres aussi, on est un petit peu à cran sur certaines questions. Surtout, comprends-nous quand c'est une question qui paraît aussi basique, on va dire. Donc si c'était vraiment une question, toutes mes excuses. Si c'était du troll, je t'invite à sortir, mais je ne sais pas lequel tu es, donc voilà. Je laisse choisir toi-même. Ensuite, oui, Chaton, c'est Chaton parce qu'en fait, c'est mon cher et tendre, sinon c'est Na, son prénom. Et voilà. Alors, je vais juste mettre le TW, mais du coup, on va parler de ça, je pense. Donc, je mets le TW dans le chat. Quand ce sera fini, je le redirai. Et ça sera... Non, c'est pas grave, Maïkan. Je pense pas que Chaton t'en veuille, puisque y a l'habitude. Hein, c'est un peu comme ça toutes les semaines. Donc, on va maintenant parler de polyamour. Donc, le polyamour, encore une fois, c'est pas quand on demande s'il te plaît à chaque fois. Alors, du coup, voilà, trigger warning, polyamour pour celles qui sont un peu sensibles. Du coup, le polya, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps, simultanément, de ressentir de l'amour, quelle que soit la forme d'amour. Ça peut être de l'amour amoureux, de l'amour platonique, une forme d'amour. Le spectre romantique est large aussi. Plusieurs personnes. Donc ça a une grosse différence avec le couple libre et ça a une grosse différence avec le libertinage. Donc je vais faire une petite débrief de ce que c'est. Le libertinage, c'est le fait de relationner sexuellement avec plusieurs personnes sans limite. En général, ça peut être des choses, c'est majoritairement plus ou moins des choses qui sont très éphémères. Le couple libre, c'est des personnes qui s'accordent sur le fait que les personnes peuvent relationner ailleurs, c'est-à-dire de manière consentie, etc., où c'est acté, oui, c'est ok, tu peux relationner sexuellement ou amoureusement avec d'autres personnes, c'est ok. Et le polyas, c'est le fait, ça veut pas dire que du coup ces personnes sont sont polyamoureuses. Le couple libre, on peut être en couple libre sans être en couple polyamoureux. Typiquement, ça peut être juste, on a envie d'explorer sexuellement d'autres horizons avec d'autres personnes. Ça veut pas dire forcément que ces personnes sont amoureuses d'autres personnes en même temps.
Et le polyamour, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps. Donc ça inclut aussi de relationner avec plusieurs en même temps, plusieurs personnes en même temps. Enfin, ça peut inclure, ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça peut être le cas. Moi, dans mon cas, du coup, je suis polyamoureuse. J'ai à l'heure actuelle 3 partenaires, plusieurs autres personnes avec qui je flirte et il se passe des choses. Mais grossièrement, à l'heure actuelle, mon polycule, c'est l'ensemble de mes relations. C'est comme ça qu'on définit. Est-ce que tu entretiens ton polycule avec du shampoing? Je l'entretiens très bien. Alors, juste, excuse-moi, je t'interromps juste pour dire que du coup, le polyamour peut être compatible avec le libertinage ou le couple libre. Totalement. C'est pas incompatible. Totalement, c'est ce que j'expliquais. Arcole confirme, c'est bien entretenu, j'entends ça bien, c'est douche, ça longue chevelure. Non mais voilà, du coup, effectivement, c'est totalement pas incompatible. On peut totalement être polyamoureux, être libertin. Enfin, il y a plein de formes de polia. Le polia, c'est quelque chose de très. On peut être en couple libre et en prison. Exactement, exactement. C'est très large. En fait, le polia, les gens associent beaucoup le polia au libertinage et à la tromperie de manière générale, alors que c'est très différent. Le polyamoureux ne veut pas, enfin le polyamour et les relations polyanes ne veulent pas dire pas de règles, ne veut pas dire forcément de l'anarchie relationnelle. Ça peut. Alors tous les termes que j'utilise, il faut pas hésiter à me dire si jamais j'ai besoin de les définir. Mais grossièrement, là, on parle de schéma relationnel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'attirance sexuelle, romantique, etc. On parle vraiment de schéma relationnel, c'est-à-dire que la norme actuelle, le schéma actuel dans une relation amoureuse, on va dire amoureuse dans la société, c'est 2 personnes ensemble, en couple, exclusif, qui ne fréquentent personne d'autre. Tout ce qui sort de ce schéma-là, c'est du coup d'autres types de schémas, donc le couple libre, etc., tout ce qu'on a abordé, dont le polyamour. Encore une fois, on est dans la notion de norme, entre guillemets. Exactement. Et en fait, le polia, c'est pas du tout de la tromperie, hein, ça fonctionne comme un couple classique entre 2 personnes. Hein. Simplement, il y a, on pose des règles. Enfin, ça peut fonctionner comme ça dépend après de chacun, chacune. Mais en fait, on va dire que grossièrement, les gens, chaque personne va dire ses règles, ses limites, va définir ce qui est ok pour lui ou pas, et après chacun décide tiens, là on va relationner de telle manière, etc. Voilà. Moi dans mon cas, le polia, je me suis posé des questions assez tard, on va dire, pour mon âge, mais assez tôt. Je sais qu'il y a des personnes polias qui s'en rendront bien plus tard, parce que c'est quelque chose qui est très tabou. Il y a très peu de représentations polia. Mais grossièrement, d'ailleurs, je pense aussi, mais on peut tromper en étant dans une relation polyamoureuse. Hein, c'est important aussi de penser à ça. Bien sûr. Voilà, c'est comme une relation classique. Hein, c'est juste que c'est avoir plusieurs partenaires. Et on peut être. Rien ne dit d'ailleurs qu'on est dans un couple polia. Comme on disait, on peut être dans un couple polia, couple libre. Mais on peut être aussi dans une relation polia qui n'est pas libre. On peut être dans par exemple, un couple, 3 personnes qui relationnent ensemble exclusivement et qui ne veulent pas être ouvertes à d'autres personnes. Voilà, le polia, c'est vraiment un mode relationnel qui est hyper large et qui a plein de possibilités. Après, moi, mon cas... oui, excuse-moi de t'interrompre encore, mais après, pour simplement dire ça de façon plus simple, je pense qu'on peut dire que, comme toute relation, en fait, c'est basé sur le respect. Et si effectivement tu respectes pas les conditions et les conditions et les choses mises en avant, c'est de la tromperie. Tout à fait. À pas confondre, après, j'avais vu un truc vachement malsain, j'en ai souvent parlé sur... je crois que j'ai dû en parler une paire de fois dans l'émission, un truc qui m'avait totalement marqué, qui n'est pas du polia à mon sens, mais qui est un truc totalement malsain. À l'époque où j'étais célibataire, ou en couple polia d'ailleurs aussi, maintenant que j'y pense, j'allais sur Tinder et j'étais tombé sur cette bio. Alors je suis désolé si tu regardes l'émission, jeune femme qui avait cette bio, mais bon, je pense pas, qui avait comme bio couple polia. Mais en gros, la phrase en plus a été cringe à mort, c'était « Si tu veux pouvoir jouer avec Harley, il faut d'abord plaire au Joker ». Ouais. C'est cringe, hein. Ouais. Sachant que pour ceux qui lisent pas les comics, le Joker et Harley, c'est une relation abusive et... Ouais, c'est aussi ce que je me suis dit. C'est une relation abusive et totalement malsaine, hein. C'est une métaphore de la femme battue. Et du coup, voilà, ça, c'est pas une relation polyamoureuse. Ça, c'est un mec, probablement... Enfin... Je sais que je crée une histoire à une personne que je connais pas, mais ça pue le mec cis qui voulait simplement se taper un plan en 3, quoi.
Oui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples, notamment hétéros, cis, qui utilisent les réseaux sociaux et le terme polia pour chercher ce qu'on appelle des licornes. C'est en général des meufs cis ou des personnes transmasques pas encore en monnaie parce qu'il y a la fétichisation aussi derrière pour faire des plans à trois. Ça, c'est rien à voir avec le polia et c'est Alors, vraiment je- pas ça. on va juste le redire. Bon, je suis pas directement concerné, donc je vais pas dire je, mais les personnes bi, les lesbiennes, ne sont pas vos jouets sexuels taille adulte, et ce sont des personnes. Ce sont pas juste des cadeaux qu'on offre, des cadeaux qu'on offre pour un plan chelou à la con. C'est pas ça du Tout à tout. fait. Tout à fait. T'as déjà eu affaire à ce genre de personnes en étant polia? Oui, au tout début. Alors, faut savoir que comme j'ai plus ou moins tout à l'heure, j'ai connu le polia. Enfin, je me posais des questions sur le fait si j'étais polia quand j'étais dans une relation avec un homme cis. La plus longue relation que j'ai eue à ce jour, qui était une relation abusive et très violente. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de trigger warning, mais pour passer outre et zigzaguer, on va dire que grossièrement, c'était une personne qui était probablement polyamoureuse, mais qui ne s'assumait pas l'être. Et j'ai choisi en fait de proposer l'ouverture du couple, d'abord en couple libre. Et moi, en fait, je me pensais poly-acceptante. Donc, c'est-à-dire que je me pensais à l'époque juste être OK que mon partenaire puisse se relationner amoureusement avec d'autres personnes. Je m'en foutais, en fait. Tant que c'était dit et que c'était clair, que c'était pas du mensonge et que bah, les règles du contrat, entre guillemets, étaient respectées. Euh, et du coup, à ce moment-là, on avait ouvert la relation et je cherchais aussi d'autres personnes. Je me suis rendu compte assez tôt qu'en fait, oui, j'avais été polia. Il y a eu plein de signes qui me rendu compte que j'avais déjà été attirée romantiquement, parce que, comme je disais tout à l'heure, le terme amoureux pour moi est un peu fort, mais attirée romantiquement par plusieurs personnes en même temps. Et je suis déjà tombée sur des licornes en cherchant sur des réseaux, sites de rencontres, en discutant avec des gens. Et le nombre de personnes qui sont venues me voir parce que j'étais considérée comme une meuf. Je sais plus si je précisais que j'étais bi, je crois. Mais en tout cas, quand j'étais considérée comme une meuf qui était poly-acceptante, donc forcément tout le monde m'est tombé dessus en mode ah là là, elle est une licorne quoi. Et j'ai failli tomber d'ailleurs dans ce piège-là. Et je suis bien content de pas l'avoir fait et d'avoir mis le frein avant de tomber là-dedans. Alors, écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette première partie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet de ton parcours, donc par rapport au polyamour, pardon, ou à autre chose? Euh, le point que j'ai rapidement sauté, c'était par rapport à la transidentité, Donc, pardon. je t'interromps juste, on a fini avec le polyamour, juste pour que je puisse mettre sur le chat que le Ouais, TW est fini? ouais. Pour ma part, c'est bon. Ok, parfait. C'est bon, tu peux... Du coup, pour ma part, du coup, vite fait pour la transidentité, pour parler de ça. Moi, c'est assez récent. Du coup, enfin, comme je disais tout à l'heure, je me suis posé des questions très jeune, mais ma réalisation du fait que je suis une personne trans, ça date d'un an et demi. Donc, c'est tout récent. Un mois et demi, Euh, pardon? Ou un an et demi? un an et demi. Un Un an an et et demi. demi, d'accord, ok. Euh, donc c'est quelque chose ça m'est tombé un peu sur le coin de la gueule. Au début, je me définissais juste non binaire, puis après là, depuis quelques mois, j'ai réalisé que j'étais une personne transmasque, et là, avec réaffirmation, je suis plus non binaire que trans. Enfin, je suis toujours transmasque, mais je veux être une personne en fait gender non conforming entre guillemets. Donc gender non conforming en français, genre non Non, conforme non, entre ouais, les genres. voilà, non conforme au stéréotype de genre, peut-être? C'est ça, au stéréotype de genre. C'est réellement dans mon cas, par exemple, je veux être une personne non binaire avec de la barbe, une voix grave. Donc je suis en train de je suis en train de faire les démarches pour prendre de la thé. Si tout va bien, ça devrait arriver très bientôt. Et par exemple, je veux garder certains atouts féminins. Je mets un gros guillemet parce que c'est uniquement comment la société le voit. Mais par exemple, je veux conserver mes seins. Alors pas à l'heure actuelle, je veux faire quand même une réduction de ma mère, mais je veux conserver aussi mes seins. Et je veux être en fait une personne non binaire qui s'exprime dans cette espèce de fluidité d'expression de genre qui peut être à la fois très féminine, à la fois très masculine. Et je voulais en parler parce que je trouve que c'est super important parce que il me manquait beaucoup de cette
ce type de représentation. Déjà, il manque énormément de représentation de personnes non binaires, hein, on va pas se mentir. Surtout des personnes qui sont pas conformes dans une transition médicale, en fait. C'est-à-dire que je connais énormément de personnes non binaires et c'est mon principal entourage aujourd'hui. Et les personnes non binaires qui sont pas conformes, qui n'ont pas de passing ou qui ne désirent pas avoir de passing, donc c'est-à-dire qui ne désirent pas transitionner médicalement ou qui entre guillemets juste restent telles qu'elles sont, ou des personnes qui justement ont une transition médicale mais qui font qu'elles sont entre les deux entre guillemets. Je pense que je trouve que c'est réellement des représentations dont on manque et c'est des représentations dont moi j'aurais aimé avoir plutôt. J'en ai trouvé aujourd'hui alors quelques-unes et je parlais de Dorian Electra tout à l'heure qui est typiquement une personne non binaire qui a une fluidité de genre entre le masculin et le féminin qui est assez incroyable et qui est une personne qui m'a énormément décidé sur ma propre transition. Et je voulais en parler parce que voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Enfin après, je pourrais parler de transidentité très longtemps parce qu'il y a énormément de choses qui me touchent personnellement sur le sujet. Mais voilà, je voulais juste faire peut-être petit aparté sur osez être gender non-conforming et c'est ok de vouloir avoir des seins et de la barbe et c'est ok de vouloir être une meuf à barbe par exemple. Enfin voilà. Ah, tu sais, avec tes talents et tes dons dont on a parlé tout à l'heure, tu sais que dès que la vidéo va être mise en ligne, toutes les personnes qui vont regarder YouTube, c'est fini, elles vont être gender non-conforming après. Hein. Genre, là, on est en train de faire la version cuir de The Ring. Hein. Let's go. Bah, écoute, est-ce que ça t'a plu? Oui, merci beaucoup, merci à toi, c'était super chouette. Ah oui, c'était vraiment cool pour le coup. Je trouve que c'est une des émissions les plus, comment dire, les plus pédagogues que j'ai pu faire. J'en suis très très content. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2? Carrément, avec grand plaisir. Nickel. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin pour la partie 1? Un mot de la fin, je vais dire queerisons le monde. Non, mais plus sérieusement, pour toutes celles qui verront cette émission, juste prenez soin de vous déjà, c'est important en tant que personne queer, surtout si vous êtes des personnes queer. Restez pas seuls, soyez entourés et prenez votre temps. Que ce soit dans votre transition, que ce soit dans votre parcours de vie. C'est ok de se tromper, c'est ok de prendre son temps, c'est ok, votre sécurité, ça passe avant tout. Et juste, en fait, vous êtes légitime, peu importe qui vous êtes, que vous ayez du passing, pas de passing, que vous voulez en avoir ou pas, que vous commencez à transitionner, puis détransitionner, peu importe ce que vous faites, en fait, que vous soyez... que vous soyez bi mais dans une relation dite hétéro depuis des années, on s'en fout en fait. Juste soyez qui vous êtes et y a personne d'autre que vous qui pourra mieux savoir qui vous êtes. Voilà. Bah, tu sais quoi, je vais prendre cette partie et je vais la clipper parce que c'était très bien dit. Et du coup, pour une fois, je vais fermer ma gueule et je vais me contenter de vous dire à la semaine prochaine. À bientôt. Salut.